Merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Et puis merci de nous donner comme ça l'occasion d'échanger ensemble sur cette question qui suscite beaucoup d'émotions et beaucoup de positions tranchées, alors que ça concerne le soin et que pour le soin, on a besoin de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire pour que nos patients aient le mieux possible. Alors avant de commencer, vous savez que la loi me demande de déclarer mes liens d'intérêt puisque je suis médecin et que je parle de médecine. Donc il m'arrive de donner des conseils aux acupuncteurs, aux ostéopathes, aux homéopathes sur leurs travaux de recherche. Je le fais bénévolement. Il m'arrive aussi de donner des conseils aux firmes pharmaceutiques, ce que je ne fais pas bénévolement. Alors, donc, comme l'a dit Fabrice, la première partie, le titre, c'est Qu'en dit la science? Alors, souvent, vous avez entendu dans les médias, quand des scientifiques parlent des médecines alternatives, c'est un peu raide. Ben, je vais jouer le jeu, je vais commencer en 10 minutes de vous résumer ce qu'en dit la science. Ça sera un peu raide, mais ne vous inquiétez pas. Après, on va déconstruire ça, parce que vous savez, la force de la science, c'est de s'autocritiquer. On dit souvent qu'il faut que ça soit reproductible, etc. C'est pas vrai. Ce qui fait la force de la science, c'est d'être capable, sans arrêt, d'essayer de dire en quoi elle raconte n'importe quoi. Et donc, une fois que j'aurai dit ce que dit la science, on verra en quoi elle dit des choses correctes et des choses qui ne sont pas correctes. Et puis après, on parle de médecine là. Et la médecine, ça n'est pas que de la science. Ça aussi, on l'oublie souvent. Annoncer à quelqu'un une maladie grave, ça n'a rien de scientifique. C'est juste quelque chose qui se passe entre deux êtres humains. Ça s'appelle la clinique. Et on verra aussi que dit la clinique des médecines alternatives. Et puis après, on verra s'il nous reste un peu de temps pour parler de l'irrationalité en médecine, parce que vous voyez, autour des médecines alternatives, il y a quand même un arrière-plan d'irrationalité. En tout cas, c'est ça qu'on lui reproche. Et donc, si on a le temps, on pourra en dire deux mots, et puis on aura une conclusion pour, au bout du compte, savoir qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça. Alors, comment a commencé cette aventure? Il y a à peu près 10 ans, la Direction Générale de la Santé, le ministère de la Santé, en fait, désespérément, a une division qui s'appelle Division des soins non conventionnels. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'on ne sait pas de quoi on parle, la médecine alternative, médecine non conventionnelle, etc. Il y a plein de dénominations. Je ne vais pas rentrer dans le détail des définitions parce qu'on sait tous de quoi on parle. Et on nous a donné, donc le ministère de la Santé voulait évaluer ces soins non conventionnels ou alternatifs, et puis il trouvait personne. Et comme nous, depuis longtemps, on travaille sur l'évaluation des psychothérapies, eh bien, ils se sont dit, tiens, puisque eux, les psychothérapies, c'est un peu des soins alternatifs. En tout cas, c'est des soins non médicamenteux, non chirurgicaux. Vous voyez, c'est connexe. L'hypnothérapie est un soin non conventionnel, un soin alternatif, et c'est une psychothérapie aussi. Donc, ils nous ont proposé d'évaluer, pour les citoyens, de faire des rapports pour évaluer des soins non conventionnels. Et puis, ils nous ont donné un peu d'argent, ce qui nous permettait d'embaucher des doctorants pour faire nos travaux de recherche. Donc on a évalué comme ça la mésothérapie à visée thérapeutique et esthétique, la biologie totale des êtres vivants, la chiropratique, l'ostéopathie, l'auriculothérapie, le jeûne à visée préventive et thérapeutique, l'acupuncture, l'hypnose, le traitement proprioceptif de la dyslexie, la kinésiologie, la myoténofasciotomie, l'éthiopathie, la cryothérapie. Il y en a des centaines comme ça. Il y en a des centaines. Donc, du coup, après en avoir évalué comme ça une quinzaine, eh bien, maintenant on se pose la question et finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une problématique commune derrière tous ces soins non conventionnels. Alors donc, première partie, comme je vous le disais, qu'en dit la science? Donc on a fait des revues de la littérature internationale, un comité de lecture qui évalue ces traitements. Alors, premier point, prenons du recul. Ces thérapies alternatives, en général, elles traitent quoi? Elles ne traitent pas n'importe quelle maladie. Le plus souvent, elles traitent des troubles fonctionnels, la colopathie fonctionnelle, la migraine, certains troubles psychiatriques, la dépression, l'anxiété, et puis des troubles musculo-squelettiques, la lombalgie chronique, la lombalgie aiguë, l'arthrose, etc. Donc à peu près, je dirais, 60-70% des problèmes de santé que traitent ces médecines alternatives, ça relève de ça. Avec en tâche de fond la problématique de la douleur. Et c'est pas sans raison, aujourd'hui on a un problème en médecine pour soigner la douleur.
Et vous savez d'ailleurs qu'on la soigne avec des médicaments et que les morphiniques en ce moment posent un problème, en particulier aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis en ce moment il y a plus de morts par overdose de médicaments morphiniques que par overdose d'héroïne. Voilà. Donc la douleur reste un problème majeur, toujours un peu tabou, dans le monde de la médecine. Premier point. Deuxième point, il y a peu d'études. Voilà. Alors, les études en médecine pour évaluer les médicaments, elles sont de deux ordres. Un, c'est des études qui essaient de comprendre les mécanismes, comment ça marche. Alors, pour les médicaments, c'est comment marche le médicament. Le paracétamol, c'est un antalgique, comment marche-t-il? Je prends cet exemple à dessein, on y reviendra. Et puis, il y a des études statistiques. Vous savez, et c'est ça le gold standard, parce qu'en fait, comment ça marche un médicament? En fait, c'est compliqué. Et pour reprendre l'exemple du paracétamol, vous en avez tous pris, j'en suis sûr, au moins une fois dans votre vie, on ne sait pas comment ça marche. Pas vraiment. On ne sait pas vraiment comment ça marche. Donc vous voyez, et si je dis ça, c'est que tout à l'heure, on va dire les médecines alternatives, on ne sait pas comment ça marche. Ben ouais, mais les médicaments, c'est pas toujours qu'on sait comment ça marche. Donc premier point, le mécanisme d'action. Et deuxième point, parce que le mécanisme d'action, en fait, c'est compliqué, eh bien, il y a des études statistiques. Quand on a un soin, qu'on se demande est-ce qu'il marche, on prend 200 patients, on tire au sort 100, on leur donne le traitement A, et les autres, on leur donne le traitement B, on suit 3 mois, à la fin, on regarde qui a guéri, et on compare. Et puis voilà. Alors, et on fait ça pour évaluer tous les médicaments, pour évaluer les interventions chirurgicales. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Les interventions chirurgicales, c'est pas trop bien évalué. Et on fait ça pour évaluer les vaccins alternatives. Mais le problème, c'est qu'il y en a peu. Il y a peu de ces études, à l'exception de l'acupuncture. Et pourquoi? Parce que ces études, ça coûte très cher. Une étude comme ça, son coût va être entre 500 000 euros et 200 millions d'euros. J'ai déjà vu une étude, un médicament, les nouveaux anticoagulants, dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux, une étude, une indication, un médicament, 200 millions d'euros. Et donc vous imaginez que, comment voulez-vous évaluer toutes les médecines alternatives dans toutes leurs indications avec des études qui coûtent, disons, 5 millions d'euros? C'est impensable. C'est impensable, d'autant plus que le paradigme, c'est-à-dire comment l'évaluation des médicaments aujourd'hui, qui paye les études, c'est les firmes pharmaceutiques. Et donc on a l'impression que c'est gratuit. Mais en fait, c'est pas gratuit, c'est nous qui payons après les médicaments. Et le prix des études, il est dans le prix du médicament. Bien entendu. Sauf qu'on ne peut pas faire la même chose avec les médecines alternatives. On ne peut pas demander aux acupuncteurs, aux hypnothérapeutes de se cotiser pour sortir 5 millions d'euros par étude pour évaluer chacune de leurs indications. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, il y a peu d'études. Sauf l'acupuncture, parce qu'il y a le gouvernement chinois derrière. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est-à-dire que l'acupuncture est quelque chose d'identitaire très fort pour la Chine. Et c'est un enjeu de business. Ils envisagent d'implanter des cliniques de médecine chinoise un peu partout. Et donc, du coup, ils mettent beaucoup d'argent pour évaluer leur thérapeutique. Donc, peu d'études. Alors, il y en a quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la recherche biomédicale s'est mondialisée. Il y a des grandes bases de données en anglais. On tape des mots-clés, hypnothérapie, migraine, et puis vous avez quelques études qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Le plus souvent, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, qu'en plus les hypnothérapeutes, ils n'ont pas été formés à la statistique, à la recherche clinique, c'est un métier, et qu'il faut être honnête aussi, on ne les aide pas trop pour faire ces études. Non, du coup, les études qu'ils font, souvent, comme on dit dans notre jargon, sont de piètre qualité méthodologique. Et donc on dit, circuler, et il faut être honnête aussi. Vous savez, quand on lit les études, elles sont de piètre qualité méthodologique. Donc du coup, quand elles disent que ça marche, on ne peut pas accepter le résultat parce que l'étude n'est pas très bien faite. Et puis il faut être aussi honnête, quand les études sont bien faites, il y en a qui sont bien faites, mais en général, ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas trop. Voilà. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que on inclut les patients, on les suit, et que souvent, les patients vont mieux après qu'avant. Ça marche. Mais le problème, c'est qu'en médecine, dès que vous vous occupez des gens, ils vont mieux. Et donc, du coup, on ne peut pas se satisfaire de ça. On est obligé d'avoir un groupe contrôle.
Et donc on prend un groupe contrôle, alors c'est compliqué avec les médecines alternatives. Alors avec l'acupuncture c'est très simple, il y a des placebos d'aiguilles d'acupuncture. Alors d'abord on peut piquer à côté des méridiens, et puis il y a des placebos d'aiguilles, c'est-à-dire qui se font même en double aveugle, c'est-à-dire ce sont de fausses aiguilles. Quand on appuie, en fait, l'aiguille s'enfonce dans la culasse de l'aiguille et ça s'enfonce juste de quelques millimètres. Or, en principe, quelques millimètres, ça ne suffit pas pour que ça soit un soin d'acupuncture. Et donc, ni l'acupuncteur, ni le patient ne savent si c'est la bonne aiguille ou la mauvaise. Et bien, quand on fait ces études pour l'acupuncture, plus de 9 fois sur 10, il n'y a pas de différence entre l'acupuncture vraie et la pseudo-acupuncture. C'est juste le résultat des études. Alors, que va dire le scientifique? Il va dire, d'abord, toutes ces médecines, elles font pas de la recherche pour savoir comment elles marchent. 2, elles ont quand même un jargon bizarre. On parle souvent d'énergie, vous savez, en médecine alternative, mais si vous êtes scientifique, l'énergie, ça veut dire quelque chose. Alors, elle est où l'énergie? C'est quoi? Dans la médecine ayurvédique, elle est où l'énergie? C'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie... de quoi on parle? Donc, si on ne sait pas de quoi on parle, c'est de la magie. Donc, les médecines alternatives, c'est des médecines magiques. Et pourquoi pas? Mais voilà, il faut le reconnaître. Et puis deuxième point, écoutez, en fait, ça marche un peu, ça marche comme un placebo. Ok, pourquoi pas? Mais c'est quand même un peu cher pour un placebo. Donc on les rembourse. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, voilà ce que dit la science sur les médecines alternatives. 1, c'est mal étudié, ça c'est juste factuel. 2, on ne sait pas comment ça marche. 3, oui, les patients vont mieux après qu'avant, mais quand il y a un groupe contrôle, finalement ça ne fait pas beaucoup mieux. Donc, et puis en plus ça repose sur des concepts bizarroïdes. Et là c'est vrai que quand vous regardez l'homéopathie, c'est vrai que c'est quand même bizarroïde. Si vous regardez ça de loin, on dilue, et à la fin c'est quand même difficile de dire qu'il reste quelque chose. Et puis en plus, parfois, c'est des produits que on met la fiole un soir de clair de lune, etc. Alors vous comprenez, c'est vrai que si vous êtes scientifique, on peut pas, enfin, on se dit, mais dans quel monde on vit? C'est quoi ce truc, quoi? C'est pas sérieux. Et donc il faut le dire. C'est pas sérieux, c'est pas scientifique, c'est de la magie. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Alors, arrivons à la deuxième partie de critique de ce discours-là. Alors d'abord, on dit c'est des placebos. Mais écoutez, si tous les gens guérissaient de toute leur maladie avec des placebos, vive la vie. Alors, d'abord, vous voyez, c'est-à-dire, il y a vraiment un truc, on sous-entend qu'un médecin qui prescrit un placebo, c'est un mauvais médecin, et même encore pire, un malade qui guérit avec un placebo, il a eu tort de guérir. Il y a presque ça, il y a presque ça. On a des médecins qui disent, vous avez pris ça? Oui, mais je vais bien. Oui, mais bon... Donc, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un placebo? Un placebo, en fait, c'est tout ce qui fait que dans un soin, ça fonctionne en dehors du contenu intrinsèque de la pilule. Mais oui, mais l'immense majorité de ce que fait un médecin, ça a à voir avec tout ce qui est en dehors du contenu extrinsèque de la pilule. Donc il faut comprendre que la notion de placebo est une notion pharmacologique, scientifique. On s'est servi des placebos comme outil pour étudier l'efficacité des thérapeutiques. Mais pas du tout comme un instrument de soin. Le placebo n'a aucun sens en termes de soin. Et d'ailleurs, un médecin a utilisé dans sa vie, 2-3 fois un placebo, en sachant que c'était un placebo. Le plus souvent, les médecins utilisent des placebos sans se rendre compte qu'ils sont des placebos. Et là, je reprends le paracétamol. Quand j'ai les collègues qui me disent l'homéopathie ça marche pas, c'est un placebo, je dis oui, c'est un placebo, pour moi. En tout cas, on va voir tout à l'heure, on n'a le droit de pas être d'accord, mais pour moi, une granule à 30 CH, c'est un placebo. Mais je dis, mais toi, ça t'est jamais arrivé d'utiliser du paracétamol chez quelqu'un qui a un lumbago? Si, c'est pas plus efficace qu'un placebo. Ah mais oui, mais il y a quelque chose dedans. Oui, mais moi je m'en fiche. Si on fait un essai randomisé en double aveugle versus placebo, le paracétamol est aussi efficace que le placebo dans le lumbago.
Donc c'est un placebo. Mais c'est pas toujours un placebo, et puis c'est peut-être pas un placebo chez tous les patients, parce qu'on n'est pas tous fichus pareil, peut-être que notre métabolisme n'est pas le même, et peut-être que le paracétamol ça marche chez certains d'entre nous et pas d'autres, etc. Donc vous voyez, cette histoire de placebo n'a pas de sens clinique. Le placebo est intéressant, pourquoi? Parce que si une firme pharmaceutique vient nous vendre un médicament, on est quand même en droit de savoir si à l'intérieur du médicament il y a un truc qui fait quelque chose. Et c'est pas juste sa formule chimique qui est utile pour savoir si ça fait quelque chose. On a besoin de le tester, et pas que sur des cellules ou des animaux, on a besoin de le tester sur des gens pour savoir si ça fait quelque chose, parce qu'on va le payer très cher après, et puis il y a des effets indésirables. Donc, avant de le prescrire, on a besoin de savoir si ça fait quelque chose intrinsèquement, donc on va le comparer à un placebo. Mais vous voyez, c'est pas une logique de soin, c'est une logique scientifique, d'évaluation. Premier point. Alors, après, on va se poser la question, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on devient obnubilé par les placebos et en considérant que tout ce qui relève du soin en dehors du contenu d'une pilule, ça vaut rien, quoi. Alors là, c'est là que c'est compliqué, c'est on a envie de dire la médecine elle est horrible, etc. Ben oui, mais la médecine est devenue aussi forte que parce qu'elle est devenue horrible. C'est ça qui est le drame aujourd'hui. Enfin, c'est pas un drame, c'est bien. Parce qu'on n'a jamais aussi bien soigné les gens qu'aujourd'hui. Si vous avez un infarctus du myocarde, je vous promets, c'est aujourd'hui et en France ou dans un pays équivalent que ça se passe le mieux. Hein. On a le fantasme qu'en Amazonie, etc., ils sont fantastiques. Si vous avez un infarctus, c'est pas en Amazonie qu'il faut aller. Hein. Ça ne marchera pas. Donc, pourquoi on est aujourd'hui avec une médecine très efficace et une médecine que la plupart des patients détestent? Alors, revenons au tout début, il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, dans notre pays ou en Grèce, la médecine, c'était du chamanisme, donc c'était une médecine intégrative à très tendance. C'est-à-dire, on s'intéressait aux gens, à leur famille, aux plantes, au cosmos, à la spiritualité, et puis on leur donnait des trucs, et ça marchait pas. Hein, ça marchait pas. Hippocrate était un médecin extraordinaire. Ses propositions thérapeutiques sont très étonnantes. C'était surtout des lavements par le haut, par le bas, du lait d'ânesse, etc. Bon. Alors, petit à petit, il a fallu y voir clair, c'est-à-dire, les Grecs ont commencé à disséquer des animaux, parce qu'on a, dans beaucoup de pays, vous savez, à cause des religions, on n'a pas le droit de disséquer des humains, et donc du coup, on ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas faire de science sur les maladies. Donc ils ont commencé sur les animaux, sur les primates. Galien a beaucoup travaillé sur les primates, et Galien aussi était médecin des gladiateurs, et donc en fait, il regardait ce qui se passait sur les gladiateurs. Quand ils avaient des blessures, au passage, il regardait et puis il voyait, tiens, quand ils prennent un coup sur le cœur, ou ils meurent, ou ils sont vivants sans séquelles. Quand ils prennent un coup sur la tête, ou ils meurent, ou après ils ont des séquelles cognitives. Donc l'esprit est plutôt dans le cerveau que dans le cœur. Donc c'est une proto-science. Et puis il a fallu 2000 ans progressivement pour étudier l'anatomie, inventer le microscope, regarder qu'il y a des cellules à l'intérieur des organes, etc., etc. Et on arrive au 19e siècle, en France avec Claude Bernard, qui montre que le corps humain, à l'intérieur, il y a des organes, que ces organes, ils ont une fonction, que les maladies, elles touchent la fonction de l'organe. Donc, pour soigner les maladies, on va guérir l'organe, comme ça on aura guéri le patient. Vous voyez, et là on rentre dans une logique déterministe, scientifique, biologique, et qui marche. En particulier parce qu'à l'époque, les grandes maladies, c'était les maladies microbiennes. Hein. Vous savez, à l'époque, un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 5 ans. Parce qu'on ne savait pas les mains, parce qu'il n'y avait pas de vaccin, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc il montre, oui, effectivement, quand on a une pneumonie, c'est un microbe, un pneumocoque, qui attaque le poumon, et donc si je trouve une substance qui tue le pneumocoque, je guéris le patient. Et ça marche. En général. En général. Sauf qu'avant, ça ne marchait pas du tout. Donc ça a comme effet collatéral que la médecine s'est biologisée complètement. Et donc on a des cardiologues, pneumologues, dermatologues, néphrologues, etc.
la médecine est devenue une médecine biologique. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on dit quelle doit être la science qui étaye la médecine, c'est la biologie, ça va de soi, quoi. Alors que demander à un médecin généraliste, le plus clair de son métier, c'est de la psychologie, en fait. Hein. C'est pas de la biologie. Voilà, donc la biologie est devenue toute puissante en médecine. J'ai calculé, dans les premiers et seconds cycles d'études médicales, on a 600 heures de bio quelque chose, et entre 0 et 15 heures de cours de psychologie médicale. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et donc, au passage, il y a eu une disparition de la notion d'esprit dans le domaine de la médecine, et l'esprit est parti en psychiatrie, étymologiquement. D'ailleurs, aujourd'hui, quand à l'hôpital, un patient ne veut pas prendre son traitement et on considère que ça ne va pas, on demande à un psychiatre de venir pour expliquer au malade qu'il doit prendre son traitement. Donc vous voyez, alors vous direz c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben oui, mais sauf que grâce à ça, le cancer du sein aujourd'hui, on le soigne comme jamais on l'a soigné. Donc oui, effectivement, la médecine s'est biologisée à outrance, mais c'est pas que pour le pire, c'est aussi pour le meilleur. Alors, ce qui s'est passé aussi au milieu du XXe siècle, c'est que quand même des médecins se sont rendus compte que cette pensée biologique, un malade il a une maladie c'est un organe défaillant, on va réparer l'organe donc on va soigner le malade, en fait ça ne marche pas comme ça en général. Je vous donne un exemple. Hein. Vous êtes au courant que quand on fume on a un risque d'avoir un cancer du poumon. Une fois que quelqu'un a un cancer du poumon et qu'il fumait, il peut continuer à fumer, c'est plus ça le problème. Hein. C'est-à-dire, trouver la cause du cancer du poumon, en fait, ça ne sert à rien pour soigner les gens. Et c'est pareil pour un infarctus du myocarde. Le tabac, ça donne aussi un infarctus du myocarde. Alors, arrêter de fumer, ça sera bien pour éviter les récidives. Mais pour soigner l'infarctus du myocarde, là, il faut mettre un stent ou, il faut guérir l'artère. Hein. Le tabac, c'est trop tard. Donc, en fait, contrairement à ce que beaucoup de nos patients pensent, hein, beaucoup de nos patients nous demandent, mais alors, j'ai cette maladie, ok, mais à cause de quoi? On dit, mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche, ça sert à rien. Je vous promets, je peux vous soigner, enfin, j'ai pas mal de chances de vous soigner, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes malade, et je m'en fiche, en fait. Et ça choque les gens. Ça choque les gens, mais en fait, c'est comme ça la médecine. La médecine, c'est quelque chose de pratique. C'est de l'ingénierie plus que de la big science. Et donc les médecins, au milieu du XXe siècle, se sont rendus compte que ça ne marchait pas tout le temps, cette pensée bernardienne très intellectuelle. Et donc pour faire avancer les choses, c'est eux qui ont inventé les essais randomisés. Hein. On prend 200 patients, 100 on donne A, 100 on donne B, et on regarde ce qui marche. Vous voyez, là, en termes scientifiques, c'est vraiment très bas de gamme. Mais c'est très efficace. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi un effet indésirable à ce type d'approche, c'est que quand vous évaluez les traitements comme ça, vous montrez que A est meilleur que B sur un patient moyen. Mais un médecin n'a jamais un patient moyen en face de lui. Alors, et ça aussi, ça interpelle beaucoup de collègues, et c'est compliqué parce que d'un côté, on peut être un peu anarcho-médecin en disant le patient moyen n'existe pas, donc tous ces essais randomisés ça veut rien dire, etc. Ben non, quand même, c'est que si en moyenne ça marche, et si vous faites tout le temps le contraire de ce que ça marche en moyenne, ben vous allez mal vous occuper de vos patients. Ça je peux vous le garantir. Hein, c'est-à-dire que en général, il faut faire comme si on avait un patient moyen en face de nous. Sauf qu'aucun n'est vraiment un patient moyen. Vous voyez la délicatesse de se poser comme un thérapeute, hein, c'est que si vous ne faites pas confiance à la statistique, vous ferez mal. Mais si vous ne faites que comme vous dit de faire la statistique, alors vous ferez mal. Alors, là-dedans, eh bien, ça nous invite à conclure cette deuxième partie que quand les journalistes nous demandent mais alors l'homéopathie ça marche ou ça marche pas, c'est efficace ou c'est pas efficace, ben, la réponse qu'on leur donne, mais qu'est-ce que vous entendez par efficace? Ce mot est polysémique. Il y a plusieurs façons de considérer qu'un médicament est efficace. La première, c'est est-ce qu'il y a un mécanisme d'action qui est susceptible d'expliquer qu'il est efficace, de démontrer qu'il est efficace?
Et ça, il y a des médicaments en médecine où leur efficacité est prouvée comme ça. Il y a un problème de santé aigu qui s'appelle l'œdème aigu du poumon. C'est quand le cœur est plus suffisamment fort pour pomper. Du coup, le sang en amont du cœur s'accumule. Du coup, ça fait augmenter la pression du sang dans les vaisseaux du poumon et le plasma rentre dans les poumons. Les patients se noient de leur propre plasma. C'est quelque chose, malheureusement, qui n'est pas rare. Et comment on faisait autrefois? On faisait une saignée. On faisait une saignée, ça fait diminuer la pression à l'intérieur des vaisseaux, et comme ça, le cœur repart. Alors c'est quand même un peu barbare. Comment on fait aujourd'hui? On donne un diurétique, les gens pissent, c'est comme si c'était une saignée. Eh bien, le mécanisme d'action du furosémide dans l'œdème aigu du poumon, c'est juste ça. Il y a une congestion, on fait pisser, le patient va mieux. Et les réanimateurs le font tous les jours en réanimation, et ça marche. Le furosémide n'a jamais été testé statistiquement. Pourquoi? Parce que c'est logique que ça marche comme ça, et quand on l'utilise, ça marche. Donc on dit que le furosémide est efficace. Voilà. Alors, et vous avez plein de médicaments où historiquement on sait qu'ils marchent, et puis voilà. Alors bien sûr, vous comprenez bien que si je vous dis ça, c'est que les gens qui font des médecines alternatives vont nous dire la même chose. Mais nous, ça fait des milliers d'années qu'on utilise ça, et on vous dit que ça marche. Pourquoi on fait des études? Donc, la première efficacité, c'est une efficacité théorique, et en médecine, comme la théorie c'est la biologie, c'est une efficacité biologique. La deuxième efficacité, c'est une efficacité statistique. Effectivement, c'est laisser randomiser, vous tirez au sort, et vous montrez qu'en moyenne, A est meilleur que B, mais c'est une efficacité sur un sujet moyen, donc c'est pas non plus la panacée. Et puis vous avez une troisième efficacité qui est l'efficacité clinique. C'est-à-dire que vous avez tous vu autour de vous des gens qui avaient un problème de santé récalcitrant, qui ont été voir une médecine alternative et qui, en l'espace d'une semaine, sont allés mieux. C'est arrivé à tout le monde. C'est même arrivé aux plus grands scientifiques, aux plus grands médecins qui disent le plus grand mal des médecines alternatives, etc. J'ai un ancien très grand scientifique, un VIP, même un apparatchik de la recherche scientifique médicale française, qui était à la retraite et qui un jour me dit tiens, il faut qu'on se voit pour déjeuner. D'accord, alors je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait 10 ans que j'avais des acouphènes, vous savez, des bourdements dans les oreilles, ça peut être horrible, on peut se suicider à cause de ça, ça peut être horrible. Et il me dit, ça fait 10 ans, j'ai tout essayé, tout. On m'a dit, va voir tel acupuncteur, j'ai eu 2 séances, j'ai plus d'acouphènes. Il dit, il faut faire une étude. Je dis, écoute, pendant 10 ans, t'as dit qu'il fallait pas faire ça, que c'était n'importe quoi, et là, parce que tu prends un truc, que ça s'arrête, et tu dis, il faut faire une étude. Vous voyez? Mais lui, il est sûr que ça marche. Et on ne peut pas lui reprocher. C'est ce qu'on appelle l'efficacité clinique. C'est-à-dire, j'ai vu, alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ça marche vraiment. Si ça se trouve, il s'est passé quelque chose, enfin, c'est pas une preuve scientifique, mais encore une fois, la médecine, ça n'est pas que de la science. Et puis vous avez l'efficacité de réputation. Vous avez des micro-sociétés, des familles où on fait toujours comme ça. Voilà. Quant à ça, fait un cataplasme, ça marche. Et tout le monde, alors si on dit, les cataplasmes, c'est n'importe quoi, comment voulez-vous qu'il y ait un truc qui rentre, il y a la peau, enfin... mais pas du tout, on a toujours fait comme ça marche, si vous voulez. Et vous savez, les médecins fonctionnent un peu aussi comme ça, parce que entre nous, à un moment donné, on ne sait plus comment soigner monsieur machin, le soir, à un repas, il dit, tiens, monsieur machin, il a ça, j'arrive plus à... Comment tu ferais toi? D'habitude, on fait comme ça marche. Toutes les situations cliniques n'ont pas de réponse scientifique publiée dans les revues internationales à comité de lecture. On est bien obligé, par moment, de se demander comment on fait pour se sortir d'une situation clinique difficile. Donc, du coup, quand on discute des médecines alternatives et qu'on se demande est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, bien sûr, comme on n'entend pas la même chose par ça marche, on n'est pas d'accord et on se chamaille. Alors, j'en arrive au troisième point, c'est que, autour de l'efficacité clinique, on a vu la science, pour la science, les médecines alternatives, c'est un placebo d'efficacité modeste, qui repose sur une pensée magique. Après, on a dit, ah oui, mais bon, la science, quand même, elle a une position tranchée qui est
un peu par le petit bout de la lorgnette. Ce qu'elle dit n'est pas foncièrement faux. Hein. D'ailleurs, on peut difficilement reprocher à la science qu'elle dit faux. On peut lui reprocher de ne pas voir exactement le problème comme il est. Et on peut formuler le problème différemment. Maintenant, on arrive à la troisième partie, qui est justement la partie clinique. Du coup, pourquoi en fait y a-t-il tant de patients qui vont voir des médecines alternatives alors que la médecine occidentale, moderne, classique, elle n'a jamais été aussi efficace? C'est ça qui quand même nous interpelle. Hein. La médecine moderne, ultra high-tech, est super efficace et pourtant, de plus en plus de nos patients vont voir des médecines différentes. Pourquoi? Alors, venons d'abord sur, quand on parle de médecine, qu'est-ce que c'est que le travail d'un médecin? Et là, en théorie, je pense que c'est ça que vous avez en tête, et d'ailleurs c'est ça qu'on apprend à la faculté de médecine. Comment fait un médecin? Il cherche des symptômes. À partir de ces symptômes, il les regroupe et il sait que ce regroupement de symptômes, ça correspond à un syndrome ou une maladie. Et puis il sait que dans cette maladie, on donne tel traitement. Alors, et d'ailleurs, cette approche marche assez bien. Et pourquoi elle marche assez bien? Parce qu'elle est assez algorithmique en fait, vous voyez. Hein. C'est assez algorithmique, c'est que vous passez d'une situation où vous avez un médecin, un malade, vous avez un individu, mais quand vous avez des symptômes, vous n'avez plus un individu, vous avez une céphalée, vous avez une défense de la fossiliaire droite, vous voyez. Or, une céphalée, vous avez 3 patients, ils ont des céphalées, ils ont juste des céphalées, c'est plus des patients, c'est des céphalées. Mais c'est pas, la médecine marche comme ça. Hein, la médecine a créé un langage qu'on déploie sur les patients. Ça permet de se mettre un peu à distance, de ne pas être complètement pris par ses émotions, de pouvoir voir le patient à partir de ses symptômes. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, et qui a été une révolution. Ça permet de prendre un peu de distance, de réfléchir, et d'organiser le savoir. Et en organisant le savoir comme ça, on peut faire de la recherche scientifique et faire avancer les connaissances thérapeutiques. Mais ce qui se passe effectivement, c'est qu'on est dans une pensée algorithmique un peu déshumanisée, c'est-à-dire que le patient a disparu au profit de ses symptômes. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'entre nous, quand le matin on arrive et on dit « T'as qui dans tes lits ce matin? J'ai une dépression, j'ai une sclérose en plaques. » Vous voyez, mais pourquoi? Parce que c'est la pensée qui est organisée comme ça. Et attention, je dis pas que c'est que mal, hein, vous allez bien. C'est ça qui est compliqué, c'est que cette pensée est aussi redoutablement efficace. Donc, et puis bien sûr, le traitement, c'est un médicament qui est un soin industriel. Quand vous prenez 20 grammes de fluoxétine, c'est 20 grammes de fluoxétine, voilà. Donc effectivement, tout, du diagnostic à la thérapeutique, est déshumanisé, y compris du médecin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne considère plus vraiment que le médecin est un être humain. Il est un médecin, on va voir un médecin. Il faut dire à la sécurité sociale qu'en fait, mais vous savez, tous les médecins ne sont pas aussi forts. Ah, tout le monde le sait. Avant de se faire opérer par un chirurgien, vous faites attention à qui vous allez voir. Tout le monde le sait, ça. Mais on n'a pas le droit de le dire. Tous les médecins sont pareils, tous les chirurgiens sont pareils. C'est des clones. C'est des clones avec des médicaments et avec des diagnostics. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais la réalité, en fait, la réalité de la clinique, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on dit que le patient, il cherche des symptômes. Mais en fait, vous savez, on ne cherche que ce qu'on trouve. Or, tout le génie de la pratique clinique, c'est de dire bonjour monsieur, bonjour madame, comment ça va, qu'est-ce qui va pas, et à travers cet entretien clinique et cet examen clinique, on va toucher, palper, etc., un peu partout, et on va dire tiens, mais vous n'auriez pas ça, quand vous marchez, vous montez une côte, vous n'auriez pas mal dans le bras gauche, etc., et etc. En fait, vous cherchez les symptômes à partir d'une rencontre avec votre patient, rencontre de son corps et rencontre de sa vie. Alors bien sûr, on va dire oui, bien sûr, on sait ça, il faut parler aux gens, etc., mais aujourd'hui, et c'est le cas, aujourd'hui on ne fait plus comme ça. Aujourd'hui, en fait, on va vers des IRM, des scanners, et c'est un peu vrai. C'est vrai qu'un médecin qui palpe un foie,
c'est moins fort qu'un échographiste qui plante une échographie. C'est juste vrai. Un stéthoscope, c'est moins précis qu'un échographe. C'est physique. Et donc aujourd'hui, il y a une tendance à dire ben non, ça prend du temps d'examiner, ça prend du temps de parler, et en fait, c'est pas très performant. Ça coûte cher un temps médical. Et donc, et en plus, il voit pas beaucoup de patients comme ça. Et donc, et j'ai un jeune interne récemment, psychiatre pour adultes. Les psychiatres sont pas comme ça. Un psychiatre pour adultes, un jeune qui me dit, non mais parler avec les patients, c'est du baratin, ça c'est pas pour nous, c'est pour les travailleurs sociaux, les infirmières ou les psychologues. Hein. Nous, on fait des IRM fonctionnels et on donne des médicaments. Bon, ils sont pas tous comme ça. Hein. Ils sont pas tous comme ça. Mais vous voyez, mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est un conditionnement, si vous voulez. C'est le fait, la science, la technologie. Mais il faut voir en consultation. Ce n'est pas que les médecins qui sont les vilains. Hein. En consultation, moi j'arrive, j'ai souvent des familles qui viennent me voir. Je fais mon entretien, à la fin je dis bah c'est ça, comment vous savez que c'est ça? Bah c'est parce que c'est mon métier, c'est ça. Mais vous faites pas d'IRM et tout ça? Ben non, ça sert à dans ce cas-là, ça sert à rien, mais ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce que j'ai pas fait d'IRM, et c'est l'IRM qui dit, c'est la technologie qui dit les maladies. Donc vous voyez, c'est systémique, hein, c'est pas que les médecins qui sont fanats de technologie, hein, c'est tout le monde. Alors, donc on pourrait dire, ben finalement, pourquoi parler aux gens? Et eh bien, parce qu'en fait, on a oublié quelque chose qui est pourtant comme le nez au milieu de la figure, c'est que vous êtes des êtres humains, donc vous savez à quoi ça correspond, sauf que vous avez tous deux poumons, un estomac, un foie, mais votre foie et vos deux reins, eh bien, vous ne les verrez jamais de toute votre vie. Alors, ça vous fait sourire en disant oui, bien sûr. Ben oui, mais c'est quand même un vrai problème. C'est que vous êtes un humain avec un corps et vous savez qu'à l'intérieur de votre corps il y a des organes. Et bien ces organes, vous ne les connaîtrez jamais. En fait, ils sont extérieurs à vous. Mais pourtant, ils sont vous. Et donc ça, dans la vie de tous les jours, on l'oublie tout le temps. Tout le temps. On oublie qu'on a deux reins et un foie. Sauf le jour où vous avez une colite néphrétique. Donc il y a un jour où vous avez mal, vous avez mangé une mauvaise charcuterie qui n'était pas corse. Il y avait des staphylocoques dedans, en pleine nuit vous avez horriblement mal au ventre, et là vous avez ce que nous psychiatres on appelle un moment psychotique. C'est qu'en fait, quand vous avez horriblement mal au ventre, vous ne savez plus qui vous êtes. Parce que, un, vous souffrez atrocement, et quand on souffre atrocement, on ne pense plus. Mais deux, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de votre ventre. Et pourtant, ça vous fait très mal, et pourtant c'est vous, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est un grand moment de désespoir. Et ça participe énormément au désespoir d'un patient. Et c'est pour ça que nos patients nous demandent tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai? Les patients ont dit, ils veulent être guéris, mais il n'y a pas que ça. Ils veulent comprendre ce qu'ils ont. Pourquoi? Ben parce que c'est eux, en fait. C'est qu'au moment où ils sont malades, la notion de soi est désagrégée. Et le fait que le médecin vous examine, touche votre corps, le fait que le médecin parle avec vous de votre histoire, de ce qui s'est passé, ça vous permet de vous reconstruire au milieu de toute cette souffrance. Et donc vous allez mieux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on appelle ça le placebo. C'est ça le problème. Et pour en revenir aux médecines alternatives, eh bien, il est fort possible, et moi je dirais qu'il est fort probable, que les médecins qui utilisent les médecines alternatives, en fait, se sont spécialisés dans ça. C'est-à-dire que dans l'homéopathie, ça c'est un point de vue personnel, pour moi l'homéopathie, une granule 30 CH, il n'y a rien dedans. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Ce qui fait que l'homéopathie marche, c'est l'entretien clinique et l'examen clinique très particulier que fait l'homéopathe, qui lui prend beaucoup de temps, et j'en ai vu travailler, et effectivement, beaucoup d'homéopathes sont de bons médecins, où ils prennent le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du patient, et en fait, ça va marcher. Ça va marcher. Pourquoi? Parce que
eh bien déjà diminuer le niveau d'anxiété fait qu'on est plus lucide sur ce qu'on a. Vous savez hein, qu'un lumbago, en fait, le principal problème, c'est qu'il y a un auto-entraînement des contractures musculaires, et donc il faut arriver à faire que tout se relâche. Plus vous contractez, plus les nerfs sont heurtés par tout ce qu'il y a à l'intérieur à côté de votre rachis, et plus vous avez mal, et plus vous avez mal, plus vous êtes contracté, et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Et donc l'objectif, c'est pas avec un bistouri d'enlever une pseudo-hernie qu'il y a quelque part, c'est de faire tout décontracter, et faire que vous soyez décontracté alors que vous avez mal, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier qui passe par toucher, expliquer, et en fait c'est ça qui va marcher, et ça va marcher mieux ou aussi bien que de prendre un anti-inflammatoire. Et donc très bien, il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas dire que l'intérieur de la granule, etc., ou qu'il y a quelque chose d'un peu magique autour du soin. C'est juste la relation médecin-malade, l'entretien clinique, l'examen clinique, qui ont un pouvoir thérapeutique considérable, et ça aujourd'hui c'est un peu ringard de le dire. Alors, progressivement j'en arrive à la fin. Dernier point, puisqu'on a un peu de temps, la question de l'irrationalité, parce que c'est vrai, j'ai parlé de magie, hein, c'est vrai, la plupart de ces thérapeutiques non conventionnelles ont un petit cortège d'irrationnel, un petit cortège sulfureux. L'acupuncture, il y a la Chine, hein, l'auriculothérapie, tout le corps humain est concentré sur l'oreille, l'hypnose, même l'hypnose de cabaret, etc. Donc, vous voyez, il y a partout. Mais on pourrait dire la cryothérapie, ça c'est très biologique, pas du tout. C'est une spiritualité New Age, la cryothérapie. Parce que le froid, vous voyez, c'est non pharmacologique. Le froid c'est bien, c'est la nature, etc. Donc en fait, il y a une spiritualité cachée derrière la cryothérapie. On pourra parler de la cryothérapie si vous voulez après, hein, puisqu'on vient juste de sortir le rapport. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'irrationalité ? D'abord, là aussi, faut être honnête, quelqu'un qui est très malade rencontre la mort en face de lui. Même si ce n'est pas une maladie mortelle, hein, même si c'est une colique néphrétique, quand vous avez une colique néphrétique ou une grippe grave, tout d'un coup vous réalisez que vous allez mourir. Or, la mort, c'est quelque chose qui est impensable par un être humain. On ne peut pas penser, on peut concevoir qu'on va mourir, mais on ne peut pas penser que l'on ne va pas exister. C'est impossible. Et donc ça, c'est complètement inacceptable pour un être humain. Et comme c'est inacceptable, eh bien on s'accroche à des choses qui vont nous permettre de le penser. Alors ça peut être des religions. La plupart des religions jouent sur le business qu'après la mort, il y aura autre chose, etc. Et donc, en fait, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Et puis, c'est un peu ça qu'il y a dans beaucoup de religions. Hein. Dans mes conflits d'intérêts, j'ai oublié de dire que j'étais athée, mais... En tout cas, non plus sérieusement, vous vous souvenez de François Mitterrand, hein, un immense intellectuel qui à la fin de sa vie était passionné par les pyramides et qui était devenu complètement mystique. Hein. Et j'ai côtoyé le directeur d'un grand centre anticancéreux, donc quelqu'un d'extrêmement rigoureux, scientifique, etc., qui 5 ans après sa retraite avait été en Inde, était revenu complètement fan de médecine ayurvédique, avec des histoires d'énergie partout, d'huile qu'on se fait couler, etc. Et donc, je suis ironique, mais si vous voulez, vous pouvez être un immense scientifique le plus rationnel possible, le jour où vous voyez que votre vie s'arrête, eh ben, vous ouvrez les vannes de l'irrationalité. C'est comme ça, c'est humain. C'est humain. Premier point. Deuxième point, chacun a ses croyances. Moi je suis athée, pas mal d'entre vous non, voilà, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes croyances. Le problème c'est que bien sûr vos croyances, elles vont être quelque part congruentes avec vos problèmes de santé, c'est normal. Ce sont vos référentiels spirituels. Et le problème c'est que quand vous rencontrez votre médecin, lui il a marqué sur le front, je suis un scientifique, j'ai été formé à la science. Si je vous raconte que, en fait, je suis mal à cause des ondes de Neptune qu'on m'envoie, et ça fait que je suis mal, vous savez très bien, votre médecin, il va vous prendre pour un imbécile. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas parler avec votre médecin parce que, du fait de leur formation,
et du fait que pour beaucoup de médecins, la rationalité est aussi un mécanisme de défense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout soit expliqué de façon carrée dans la vie par la science, eh ben, ça vous permet de gérer les problèmes que vos patients vous balancent en permanence et qui peuvent être difficiles à gérer. Vous dites, ben non, ça c'est pas scientifique, mais non, madame, c'est pas correct, mais non, mais non, mais non. Vous voyez, la vie est plus simple. Et donc, eh ben, quand en face de vous, vous avez un interlocuteur, vous voyez que certes, grâce à lui, vous avez été hospitalisé en cardiologie et qu'on a posé un stent et que ça va mieux, mais que vous ne pouvez pas parler avec lui de ce que sont vraiment vos problèmes, ben vous allez voir quelqu'un d'autre avec qui vous allez vraiment pouvoir parler de vos problèmes. Et donc, ben, j'en arrive tout à fait à la fin, à la conclusion. Donc vous voyez, voilà, pourquoi il y a tous ces quiproquos et pourquoi on n'arrive pas à échanger de façon constructive. C'est qu'on a d'un côté une médecine occidentale. Notre médecine et la France a joué un rôle considérable dans l'avènement de cette médecine. Hein. Elle a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'elle marche bien. Et elle marche d'autant mieux qu'on est le plus malade. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, le traitement d'une leucémie aiguë lymphoblastique, qui est un truc abominable, eh ben, les collègues hématologues, ils sont forts, mais c'est incroyable. Enfin, l'intelligence biologique qu'il y a derrière le traitement de ces maladies dramatiques, c'est vertigineux, cette intelligence scientifique qu'il y a derrière le soin. Donc bravo. Mais de notre côté, en partie à cause de l'excellence de la biologie, on a perdu de vue que la médecine, ça n'était pas que de la biologie. Et donc c'est vrai que la médecine moderne, trop souvent, est pas bonne pour l'écoute des patients et pour les considérer dans ce qu'ils sont eux-mêmes comme sujet, comme corps, tout autant que comme organes qui dysfonctionnent. Et puis de l'autre côté, vous avez les médecines alternatives, qui ont aussi leurs inconvénients. Leurs inconvénients, c'est que, eh ben pour moi, le premier, c'est qu'elles sont enquistées dans des traditions. Par exemple, la médecine chinoise. La médecine chinoise, alors, l'argument, la médecine chinoise, ça marche, ça fait 2500 ans que c'est comme ça, si ça ne marchait pas, on le saurait. Eh ben non, c'est pas vrai. Voilà, ce type d'argument, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, surtout en médecine, vous savez, la médecine adore les positions d'autorité. Vous avez ça, je vous donne ça, parce que ça fait 2500 ans qu'on le fait, donc vous n'allez pas me dire que ça ne marche pas. Vous voyez, l'argument, il est très très fort. Hein. Sauf que, eh ben, il y a 2500 ans, on ne connaissait rien à la médecine. Et donc si on considère que, eh ben, on continue sans se poser de questions, ben, on ne progresse pas. Et on a fait ça, nous. Vous voyez, même la médecine occidentale, même si on ne se pose pas assez de questions, on fait des bêtises. Vous voyez, il y a 40 ans, ben, les nouveau-nés, on était sur le ventre, parce que c'était mieux. C'était mieux, il faut faire comme ça. Et ben on en a tué. À cause de la mort subite du nourrisson, on sait que c'est pire quand c'est sur le ventre que quand c'est sur le dos. Ben pour faire ça, il a fallu faire une étude randomisée. On a tiré au sort des nouveau-nés, on en a mis sur le ventre, sur le dos, et puis... Mais non, mais vous souriez, mais c'est la seule façon, parce que sinon vous avez des patrons qui disent mais on a toujours fait sur le ventre, et moi je vous assure que c'est sur le ventre, et je suis très fort, et donc il faut faire sur le ventre. Eh bien, là, la science, avec son esprit critique, dit tu dis ça, on va faire l'étude, et on va voir, après on discute, et on teste, et bien toi t'avais tort, t'as flingué des enfants. Voilà. Et c'est juste ça la réalité. Donc, et pareil, on a parlé de l'imbago, ben vous avez, c'est un truc dramatique, ça fait ultra mal. Eh ben on fait un scanner, ben il y a une hernie discale, ben on enlève l'hernie discale. Ah ben ouais, sauf qu'après ça fibrose, et qu'après on a encore plus mal. Et il a fallu 20 ans, 30 ans pour se rendre compte que la cure de hernie discale chirurgicale, attention, c'est pas tout le temps. On peut le faire, mais il y a des indications très précises, et plus ça va, moins les chirurgiens ils opèrent. Mais pour ça, vous voyez, pourtant c'était logique. Hein. Il y a une hernie discale, il a mal au dos, on enlève l'hernie, il va guérir. Vous voyez, c'est logique. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Donc, pour faire des soins efficaces, il faut de la recherche, il faut être critique, il faut se poser des questions sans arrêt. Et les gens qui font des médecines alternatives sont trop enquistés dans leur tradition. Et donc ils n'évoluent pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça change. Tout doucement. Tout doucement, il y a maintenant des études scientifiques qui c'est-à-dire d'abord, ils acceptent que l'on fasse de la science avec eux, ils acceptent et même ils sont demandeurs pour être évalués,
Le problème qui va rester, c'est de trouver l'argent pour faire les études. Et puis le deuxième point, par contre, les médecines alternatives, à nous, médecins occidentaux classiques, elles nous apportent des choses. Notamment, elles nous font voir que nous ne devons pas oublier que examiner les patients et leur parler, c'est ça qui fait le cœur de notre métier. Merci pour votre attention.